Bonjour à tous. Je vais demander aux participants de la table ronde de venir me rejoindre. Donc, Christophe Filippono, Denis Simoneau, Gérard Blanchard, Emmanuel Legrand et Brigitte Herlin. Bonjour. Je vous en prie, prenez place. Bonjour. Voilà, nous sommes donc au complet. Sans plus attendre, donc nous allons démarrer. Alors je remercie Christian Depertuis de nous avoir résumé de manière magistrale le rapport du GIEC, ce qui nous économise 3 semaines de lecture assidue sur les plages. Et on l'a compris, l'atteinte de la neutralité carbone est plus que jamais essentielle si on veut limiter les effets du dérèglement climatique. Alors on le voit, on l'a vu, pour arriver à cette neutralité carbone, il faut qu'on décarbone de manière urgente et massive l'industrie, la production d'électricité, les transports. Il faut qu'on réduise les consommations d'électricité par de la sobriété énergétique. Il faut aussi, on l'a entendu, qu'on modifie complètement les modes de production agricole. Et l'objet de cette table ronde, c'est d'apporter sa part de colibri à ce challenge essentiel et d'évoquer des pistes de solutions dans divers secteurs. Et donc, nous allons démarrer par l'industrie, qui reste globalement le premier secteur émetteur de gaz à effet de serre, et par Denis Simoneau du groupe L'Oréal, qui est un fidèle de 5T, que je remercie à cette occasion. Et Denis, est-ce que tu peux nous dire comment un groupe comme L'Oréal aborde cette problématique de la neutralité carbone ? Bonjour à toutes et à tous. Oui, je vais essayer de répondre à la question, bien sûr. D'abord, vous dire que je suis très heureux d'être ici, une nouvelle fois, dans un nouveau lieu. D'ailleurs, je me suis trompé. Par habitude, je suis allé à l'ancien lieu et j'ai quand même retrouvé la voie pour revenir jusqu'ici. En 2018, lorsque je suis passé de NJ chez L'Oréal, j'avais reçu un prix ici au titre du programme Science Based Target que L'Oréal avait instruit. Et je suis heureux de venir donc presque 4 ans après pour vous donner un peu les résultats de cet engagement de L'Oréal pour réduire ses émissions de CO2. Je pense qu'il faut d'abord être conscient que effectivement l'industrie est un secteur qui est très émetteur de gaz à effet de serre. L'industrie cosmétique, un peu moins par rapport à d'autres industries évidemment fortement émettrices, mais ça ne veut pas dire que justement un groupe comme L'Oréal ne s'est pas dit il y a plusieurs années, en 2013 exactement, nous avons une responsabilité vis-à-vis de cette situation climatique et nous devons nous engager. C'est la raison pour laquelle L'Oréal a mis en place un programme qui s'appelait Sharing Beauty with All, qui était un programme pas seulement de RSE, mais qui était un programme d'engagement pour ces réductions d'émissions de gaz à effet de serre et pour le respect, on va dire, des limites planétaires. Ce programme s'est engagé donc 2013 à 2020 et nous avons depuis l'année dernière un nouveau programme qui s'appelle L'Oréal pour le futur, qui est encore plus engageant que le précédent et qui vise non seulement à tenir nos engagements climatiques, bien entendu, mais aussi à œuvrer pour la biodiversité, à œuvrer pour l'économie circulaire et à œuvrer aussi pour la situation des femmes en difficulté, puisque, comme l'ont dit certains auparavant, il y a un lien évident entre la situation climatique et la situation sociale dans bien des circonstances. Ce que je vais vous dire aujourd'hui rapidement, c'est effectivement ce que fait L'Oréal, notamment vis-à-vis du scope 3. Vous vous souvenez que dans Science Based Target, il y a 3 scopes. Le premier scope, premier ensemble, c'est les activités, enfin les émissions de gaz à effet de serre qui sont liées aux activités intrinsèques de l'organisation. Le scope 2, ce sont les matières premières qui sont utilisées pour essentiellement la production d'électricité, de chaleur, etc. Mais aujourd'hui, je vais m'intéresser surtout au scope 3, qui est le plus difficile, puisque le scope 3, c'est tout le reste. On l'avait vu il y a 4 ans, ça représente plus de 99% des émissions de gaz à effet de serre d'une activité liée au groupe L'Oréal. Et donc, nous sommes conscients que si nous n'agissons pas sur cet ensemble, le scope 3, avec tous nos partenaires, eh bien, nous n'aboutirons pas à des résultats tangibles, à des résultats substantiels pour respecter effectivement les engagements pris à Paris en 2015. Alors qu'est-ce que nous faisons dans le cadre de ce scope 3 ? Je donnerai 3 exemples. Le premier, c'est ce que nous faisons en matière de transport, puisque, vous le savez, L'Oréal est un groupe multinational qui est présent sur tous les continents.
que la plupart des produits, notamment les produits de luxe, sont fabriqués en France et exportés vers le reste du monde. Pour le reste, nous avons des usines maintenant un peu partout qui nous permettent de limiter ces transports de produits. Mais ce que nous avons fait dans ce cadre-là, ce sont essentiellement, je vais donner trois exemples. Le premier, c'est l'exemple que nous avons mis en place pour réduire les transports aériens. C'est-à-dire que nous avons mis en place tout un système avec l'aide évidemment de nos services des achats et tous nos partenaires qui transportent nos produits. Nous avons mis en place un système qui permet de mesurer de façon très très précise les émissions de gaz à effet de serre, les émissions de CO2 provoquées par le transport de nos produits. Et nous avons mis en place tout un système informatique qui nous permet de réduire et d'optimiser finalement nos transports pour effectuer le moins de déplacements possible par avion. Le deuxième exemple que je veux vous donner, c'est ce que nous faisons avec le groupe Engie, que je salue et que j'aime bien, évidemment. Nous avons développé toute une flotte de camions à l'hydrogène. Alors, comme Raphaël, je ne m'étendrai pas puisqu'on va en parler cet après-midi, mais en tout cas, nous avons avec Engie ce partenariat pour développer toute une flotte de camions hydrogène. Enfin, le dernier exemple que je voulais donner, c'est ce qu'on appelle le dernier kilomètre, finalement, hein, et comment on approvisionne en produits les différents centres de consommation. Et là, ce que nous avons mis en place dans plusieurs villes, pas seulement à Paris, mais aussi à Copenhague, mais aussi à New York, ce sont des livraisons par vélo, donc, qui permettent d'éviter effectivement d'utiliser des véhicules plus polluants. Et donc nous avons un vrai programme qui est engagé sur ce thème. Voilà ce que je voulais dire sur la question du transport. Je vais assez vite pour respecter mon temps de parole. Sur le deuxième sujet, c'est évidemment tout ce que nous faisons avec nos fournisseurs. L'Oréal a une multitude de fournisseurs, mais nous avons décidé depuis 2009 d'associer nos fournisseurs à la démarche de mesure et de réduction des émissions de gaz à effet de serre. En 2020, plus de 480 fournisseurs ont participé à ce qu'on appelle le CDP Supply Chain, c'est-à-dire la réunion des acheteurs sur les produits de grande consommation. Et tous les fournisseurs sont vraiment invités à non seulement utiliser les instruments qu'on met à leur disposition, mais à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Autrement dit, si un fournisseur ne respecte pas les engagements qu'il a pris lui-même, eh bien, au bout d'un moment, on lui explique qu'on va choisir peut-être un concurrent et quelqu'un d'autre qui pourra respecter les engagements qui nous permettent globalement d'obtenir les résultats que nous souhaitons. Enfin, le dernier exemple que je voulais donner, et c'est évidemment les consommatrices et les consommateurs, c'est-à-dire vous, chacun d'entre vous. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, vous avez un rôle à jouer. Vous savez qu'évidemment que quand vous prenez une douche, quand vous prenez un shampoing, vous consommez énormément d'eau, et d'eau chaude notamment. Et donc, le but du jeu aujourd'hui, c'est de vous expliquer comment on peut réduire la consommation en eau, la consommation en packaging, puisque tous ces produits sont évidemment transportés dans des packagings divers et variés. Et donc, le but du jeu, c'est évidemment de développer, par exemple, des shampoings solides, hein, sous forme de savon, qui sont évidemment beaucoup moins consommateurs de packaging et beaucoup moins consommateurs d'eau. De développer, on le fait avec une petite start-up française, un pommeau de douche qui vous permet de réduire des 2/3 votre consommation d'eau quand vous prenez votre douche. Cette entreprise s'appelle Xhosa et c'est une petite start-up que nous soutenons. Et puis nous avons évidemment tout un système maintenant où nous avons sur chacun des produits du groupe L'Oréal un mode d'emploi, en quelque sorte, qui vous explique comment vous pouvez, avec ce produit, contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et contribuer aussi. C'est un bilan à la fois environnemental et social que nous faisons sur chacun de nos produits. Voilà, j'arrête là pour ne pas être trop long, mais en tout cas, sachez qu'il y a possibilité dans des groupes comme le nôtre de mener des actions très concrètes avec l'aide de tous nos partenaires, y compris les consommatrices et les consommateurs. Un dernier mot pour dire que, évidemment, la crise Covid a renforcé, je pense, cette prise de conscience du caractère fini de notre planète, en quelque sorte. Et je pense qu'il y a une bonne nouvelle, s'agissant des entreprises, c'est que nous allons certainement faire beaucoup moins de déplacements professionnels, de déplacements d'affaires, et donc la réduction des émissions de gaz à effet de serre et de CO2 par les employés, et notamment de L'Oréal qui voyageait beaucoup, on va la voir, on va la sentir.
Moi-même, je n'ai pas voyagé depuis 1 an et demi. Donc, et puis, nous avons aussi, en revanche, une mauvaise nouvelle, je pense, c'est le développement du télétravail, puisque, évidemment, le télétravail, ça veut dire beaucoup d'utilisation des outils informatiques, beaucoup d'utilisation des données, et ça, c'est consommateur de CO2, comme vous le savez. Bien. Voilà, merci beaucoup, Denise, pour cet éclairage. Donc, c'est une transition vers le prochain intervenant, Brigitte Herlin, parce qu'effectivement, le secteur du digital est parfois critiqué pour ses émissions de CO2, mais c'est aussi un moyen de réduire les émissions de CO2. Donc, vous allez nous expliquer comment, en 5 minutes. Merci. Bonjour à tous, merci. Et de parler des solutions et d'inviter une jeune société innovante de technologie. Donc, je suis Senior Advisor depuis 3 ans de Metron, qui a été fondé, qui est dirigé par Vincent Siandra, et qui a eu la vision en 2013 de vouloir rendre l'énergie transparente dans les usines, dans l'industrie, partout dans le monde, en vue de pouvoir réduire les consommations et ensuite d'étendre cette vision au territoire. Donc je ferai mon intervention en 3 points. Le premier, pour répondre à la question, les solutions existent, elles sont là et on peut les trouver très facilement. Pour vous donner des exemples qui sont liés à Metron et à l'écosystème des labels auxquels appartient Metron, je parlerai des 1000 solutions de Bertrand Piccard. Vous connaissez cet homme qui, après s'être donné le défi de traverser le monde en avion solaire, il s'est donné le défi, puisqu'il a réussi, de trouver 1000 solutions dans le monde pour lutter contre le changement climatique. Et il les a trouvées en 5 ans. Un deuxième exemple, le Clean Tech Group américain de San Francisco, tous les ans, labellise dans le monde 100 solutions. En France, cette année, l'État a lancé le French Tech Green 20 avec 20 solutions. Metron lui-même a fait son observatoire de la décarbonation de l'économie en mettant en avant 14 solutions d'interlocuteurs très divers. Donc tout ça existe, ce n'est pas vraiment le sujet. Mon deuxième point, et je dirais quand même que le point commun de tout ça, c'est la technologie. Mon deuxième point, c'est une bonne et une moins bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que les CEO des grands groupes s'engagent aujourd'hui, se sont engagés, à commencer par L'Oréal qui est exemplaire, sur la neutralité carbone à 2030, à 2050. J'ai noté qu'en 2021, 2/3 des dirigeants du CAC 40 avaient dans leur objectif variable au moins un critère climat, et alors qu'en 2015, il y en avait 4. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. La moins bonne nouvelle, c'est que la capacité à atteindre ces trajectoires à temps n'est pas certaine. Et des études comme celles réalisées par Oxfam, comme récemment l'indice Vérité CAC 40, que je vous encourage à regarder, factualisent ces inquiétudes. Moi, ce que je peux dire sur le terrain, parce que nous y sommes en tant que société technologique, c'est que j'ai identifié 4 risques. Le premier, c'est les sujets d'organisation. Alors, ça a été dit par tout à l'heure l'homme d'Alliance qui parlait du chaos de l'organisation. Je dirais que c'est un peu la même chose dans l'entreprise. C'est-à-dire que c'est très clair au niveau du top, c'est très clair au niveau des engagements, c'est très clair et très facile quand il s'agit d'appeler Engie pour acheter des contrats d'énergie verte. C'est facile, on va mandater le service d'approvisionnement, il va bien faire son travail et Engie a bien fait sa révolution. Par contre, quand il s'agit de nouvelles technologies, c'est beaucoup moins clair, c'est beaucoup plus difficile parce que c'est l'affaire de tout le monde et c'est l'affaire de personne. Concrètement, vous allez voir l'homme de l'usine puisque c'est chez lui que ça se passe. Vous devez aller voir l'homme de l'innovation puisqu'on parle d'innovation. Je dis l'homme ou la femme, bien sûr. Vous allez aller voir le digital, parce qu'on est dans le digital. Après, les infrastructures informatiques et puis la cybersécurité. Et puis l'homme de l'énergie. Tout cela est très normal et c'est très bien. Le problème, c'est qui est le chef d'orchestre ? Qui pilote l'avion dans ce type de projet avec des ruptures technologiques et des changements de comportement à avoir. Le deuxième point, c'est le manque de sentiment d'urgence. Et je le comprends. Une entreprise, une grande entreprise, c'est des résultats au trimestre. C'est un cours de bourse à la nanoseconde. Donc, des objectifs à 10 ans ou à 20 ans, c'est très lointain.
Et je reprendrai une citation de De Gaulle qui date de 2002. « La maison brûle et nous regardons tous ailleurs ». Donc, il y a un sujet d'urgence dans les entreprises et de déclinaison des objectifs, de déclinaison, je dirais même, des incentives, des bonus, jusqu'au terrain, jusqu'aux usines, là où finalement ça se passe. Je vais vous demander de conclure très, très rapidement. Alors, je vais conclure avec le troisième point, qui est celui de... Ah ben, j'ai perdu mon fil, mais je vais le retrouver. Celui de... Bon. On reviendra à la On reviendra après. Voilà. Donc, je vais conclure en disant que c'est une bonne nouvelle, mais c'est aussi inquiétant de voir ce manque de mise en route pour la mise en place des solutions technologiques et surtout, et j'en terminerai là, le manque de mesures dans les entreprises de l'énergie. Aujourd'hui, on a des systèmes logiciels pour gérer les clients, pour gérer la compta et pour gérer l'énergie, la compter en temps réel, l'optimiser, analyser les dérives, prévenir, alerter. Je ne connais pas d'entreprise, ni même L'Oréal, au niveau mondial, qui a un système en temps réel qui fait ce job-là. Merci. Très bien. Donc des bonnes nouvelles et des moins bonnes nouvelles, mais pour cela, il faut aligner l'ensemble des parties prenantes dans l'entreprise pour accélérer et adopter des solutions qui permettent de réduire drastiquement ces émissions. Alors on va basculer maintenant dans les territoires avec Emmanuel Legrand du groupe Caisse des dépôts. Et vous allez nous expliquer comment la Caisse des dépôts, la Banque des territoires, accompagne ce mouvement vers la neutralité carbone en 5 minutes maximum. Oui, merci. Je vais surtout vous donner des bonnes nouvelles. La première, c'est que effectivement, les financements sont disponibles. Nous avons, dans le cadre de notre plan de relance, annoncé un plan climat de 40 milliards d'euros sur 5 ans, porté par BPI France et la Banque des territoires, qui va servir à 3 choses: financer les énergies renouvelables, financer la rénovation énergétique des bâtiments, logements, tertiaires, industrie, et financer l'innovation. Donc les financements sont disponibles. Ça, c'est la première bonne nouvelle. La deuxième, les autres bonnes nouvelles, je vais essayer de vous les donner sous forme d'exemple. Moi, j'aime bien aborder ce sujet de la neutralité carbone sous l'angle du triptyque: éviter, réduire, compenser. Éviter, évidemment, tout ce qu'on fait, nous, notamment, réside dans le financement des énergies renouvelables, qu'on finance très, très massivement, je vous le disais. Je vais vous donner un exemple qui est quelque chose de plus innovant, de plus original. C'est la JV, la joint venture que nous avons créée avec le développeur AQO, qui s'appelle Atrium et qui vise à accélérer le développement de la production photovoltaïque en toiture. Et ça s'appuie notamment sur une innovation technologique qui est la tuile solaire développée par AQO. Ce qui est absolument génial dans cette innovation, c'est que l'un des freins principaux, vous le savez, c'était l'intégration paysagère, là aussi, et notamment les contraintes qui peuvent être mises par les architectes des bâtiments de France. Avec ces tuiles-là, on résout ce problème-là. Et donc, on a la volonté d'accélérer ce développement-là. Deuxième exemple sur l'évitement, évidemment l'hydrogène. On finance depuis longtemps l'hydrogène. On a financé la flotte de taxis Hype à hydrogène à Paris. On finance des points d'avitaillement hydrogène dans le territoire et on commence à regarder aussi la production d'hydrogène vert. Moi, j'aime beaucoup ce que fait Life, qui est un acteur pas très loin là, à Nantes, qui est en train de développer des points de production d'hydrogène pour mailler le territoire d'hydrogène vert, donc à partir d'énergie renouvelable. Troisième sujet que je voulais mentionner, c'est qu'on finance aussi, on a dans notre plan de relance un programme pour financer le développement des bornes de recharge pour véhicules électriques, et en particulier dans les copropriétés, avec l'idée de préfinancer. Vous savez que c'est toujours le démarrage qui est compliqué dans une copropriété, c'est qui supporte les premiers coûts. Voilà. Donc on est en train de proposer une solution de ce côté-là. Deuxième aspect, la réduction. La réduction, pour nous, c'est beaucoup ce qu'on peut faire dans les bâtiments, je vous le disais, avec la rénovation, et notamment pour ce qui est de la Banque des territoires, la rénovation des bâtiments publics, et en particulier des bâtiments de collectivités locales. Alors là aussi, les financements sont disponibles, parce qu'on a annoncé déjà il y a quelques années une enveloppe de 2,5 milliards. Mais comme vous le disiez, madame, là aussi, la complexité peut parfois résider dans l'organisation des acteurs. Donc on travaille beaucoup avec les acteurs territoriaux, on travaille évidemment avec l'ADEME, mais on travaille aussi désormais beaucoup avec les syndicats d'énergie pour faciliter le déploiement de ces financements et organiser les choses pour que les projets se réalisent. Et toujours dans le cadre de notre plan de relance, nous avons annoncé un programme qui s'appelle 1000 écoles rénovées en cœur de ville.
dans les 222 villes qui ont été labellisées cœur de ville par le gouvernement. Nous avons également créé il y a quelques années une filiale avec la Poste qui s'appelle Sobre Énergie et qui vise, en s'appuyant sur les données collectées en temps réel justement dans les bâtiments tertiaires, à faire évoluer le comportement des utilisateurs entre guillemets de ces bâtiments, des gens qui les occupent, en leur envoyant des incitations là aussi en temps réel. Troisième volet qui est celui de la compensation, et c'est celui que je trouve intéressant. Alors moi j'en suis resté à la neutralité en carbone, cher Christian, et pas encore à un monde négatif en carbone. Mais pourquoi c'est intéressant la compensation? Parce que c'est vraiment le moment pour moi où on apprend à compter. Pour être neutre, il faut savoir compter. Et la bonne nouvelle là aussi, c'est que on a quelques années d'expérience, puisque vous savez que depuis le protocole de Kyoto, se sont développés des outils à travers la finance carbone qui permettent de compter réellement les émissions avec des méthodologies qui sont éprouvées, avec des acteurs qui sont en place, qui peuvent vérifier ces méthodologies, qui peuvent vérifier la comptabilisation de ces émissions. La Caisse des dépôts, depuis très longtemps, soutient ces efforts-là. Nous avons été l'un des fondateurs du Fonds carbone européen, qui était le premier fonds carbone privé. Nous avons créé une filiale à une époque qui s'appelait CDC Climat, et également contribué à lancer le fonds Livelihoods, lancé par Danone, qui regroupe un certain nombre de grandes entreprises comme SAP, comme Michelin, comme Firmenich, qui financent des projets de compensation carbone sur la compensation volontaire. Et nous sommes aujourd'hui, bien évidemment, disposés à accompagner les initiatives qui sont prises dans les territoires, notamment par quelques collectivités locales. Je sais qu'ici, à La Rochelle, il y a une initiative extrêmement intéressante. Très bien. Voilà en quelques minutes. Merci beaucoup. Donc c'est effectivement la transition vers La Rochelle, puisqu'il y a un grand nombre d'initiatives. Je vais passer la parole à Christophe d'Atlantec, qui nous soutient depuis de nombreuses années maintenant. Alors Christophe, quand Atlantec sera neutre en carbone? Alors quand Atlantec sera neutre en carbone? Quand on aura réussi notre pari. Ce qu'il faut se dire, c'est que je pense que gagner ce pari-là, pour moi, il y a plusieurs gages à donner pour y arriver. La première chose, c'est d'avoir un projet qui est clair. Le projet d'Atlantec, les 27 hectares du parc bas carbone, qui a été créé donc en 2011, ça fait 10 ans, d'accord ? C'est un projet qui était tellement clair qu'aujourd'hui, 95% de ce que nous réalisons est conforme au projet initial. Ça, je crois que c'est le premier point qui est important si on veut réussir un pari, c'est que le pari soit réaliste et réalisable, et surtout qu'on donne et qu'on garde un cap. La deuxième chose, effectivement pour moi, pour que ce pari soit gagné ou gagnant, c'est qu'il soit systémique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas gagner sur ce bas carbone ou très carbone sans avoir une vision systémique. Si on joue que sur un levier, on n'y arrivera jamais. L'enseignement que je peux retirer moi, du parc bas carbone de La Rochelle, c'est qu'effectivement, dès le départ, nous avons choisi de travailler à la fois sur la notion du bâtiment, donc le mode constructif du bâtiment, mais également des choix énergétiques, et je vais y revenir un petit peu plus, mais également sur la part problématique de la mobilité, de l'agriculture urbaine et de la gestion des déchets. C'est-à-dire que ça nous permet ainsi de regarder quels sont les impacts de chaque décision que nous prenons sur les autres leviers. Je prends l'exemple de l'énergie. Lorsqu'on avons décidé de créer, et je vous le donne en avant-première aujourd'hui, au 1er septembre, sera créée la première boucle d'énergie partagée en autopartage, en autoconsommation collective, où on va partager la production d'une installation qui fait 305 kW crête et qui va permettre d'alimenter non seulement un bâtiment, mais des bornes électriques de recharge de voitures, un électrolyseur pour produire de l'hydrogène, l'éclairage public, des bâtiments communaux, une piscine et un centre de pompage. Vous voyez, on essaye là directement déjà de montrer ce système-là. Mais on s'est aperçu qu'en travaillant sur ce sujet-là, eh bien, par notre hydrogène, on allait avoir aussi un impact sur la mobilité. Et c'est pour ça qu'on a lancé le projet Luso, qui commence à prendre forme puisque nous allons en recevoir les premiers véhicules d'ici la fin de l'année, dont un triporteur hydrogène qui va être une première en France et qui est né de cette volonté, cette clarté d'agir dans ce domaine-là. Mais je crois que c'était quelque chose pour nous qui était très important et qui pour moi est primordial, c'est effectivement de bien contrôler qu'à chaque fois que l'on prend une décision dans un domaine, on regarde, on vérifie que cette décision a un impact positif ou quel impact en tous les cas il a sur les autres domaines dans lesquels nous allons travailler. Ça pour moi c'était quelque chose d'important. Et quand je parle de l'agriculture urbaine, monsieur le vice-président, vous on parlait tout à l'heure de l'agriculture, je pense qu'effectivement repenser la ville de demain sans parler d'agriculture urbaine, on ne peut pas, ce n'est plus possible. Donc effectivement tout cela c'est important.
Le troisième point qui est très important pour réussir ce pari, et je vois le temps qui passe, c'est la gouvernance. On ne peut pas mener des projets comme celui-ci si on n'implique pas le plus grand nombre de personnes. Vous parliez tout à l'heure effectivement d'aller jusqu'à votre consommateur. Eh bien nous aussi, lorsqu'on parle d'énergie et de bas carbone, si on n'a pas à la fois des techniciens impliqués, si on n'a pas des entreprises impliquées, si on n'a pas non plus embarqué avec nous nos citoyens, nos concitoyens qui travaillent, qui vivent à côté, on aura loupé notre opération. Et c'est pour ça que maintenant, on a commencé à mettre en place des portes ouvertes. On participe la semaine prochaine, par exemple, au salon des associations de la commune sur lequel nous sommes, pour justement promouvoir ces nouvelles solutions, démystifier les choses et que chacun se sente concerné. Et puis le dernier point, et je vois avec ce A0, c'est que sans ça, on ne pourra jamais le faire s'il n'y a pas un vrai choix politique. Politique dans le sens de la politique, c'est-à-dire penser le demain, mais également des forces politiques que sont toutes les collectivités, que ce soit la ville, la communauté d'agglomération, la région Nouvelle-Aquitaine qui nous soutient depuis le début, et puis les autres instances représentation professionnelle, comme on a le soutien de la Chambre de commerce et les chambres de métiers, par exemple. Merci Christophe pour ce témoignage. Alors Gérard Blanchard, vous êtes vice-président de la CDA. Est-ce que La Rochelle pourrait devenir le premier territoire zéro carbone en France ? En tout cas, on va essayer. 3 minutes. En 3 minutes, ouais, ça va être difficile. Non, en tout cas, on va essayer de s'y employer, hein, puisqu'il y a déjà quelques années, la communauté d'agglomération de La Rochelle s'est engagée sur une stratégie globale pour bas carbone, et maintenant on s'est engagé sur un objectif de neutralité carbone en 2040. Donc ça rejoint les propos qu'on entendait tout à l'heure. Hein. L'enjeu, c'est pas simplement la neutralité, même en 2050. Il faut que les pays développés, et en particulier les territoires les plus avancés, aient des ambitions beaucoup plus fortes si on veut atteindre cette neutralité à l'échelle planétaire. Donc il y a un projet en fait, qui a été monté en réponse à un appel à manifestation d'intérêt des investissements d'avenir. Et donc La Rochelle a été labellisée territoire d'innovation avec un financement de l'État via la Banque des Territoires, un accompagnement par la région, bien entendu, pour mettre en place ce projet. En fait, c'est une réponse territoriale pour lutter contre le changement climatique et à travers un programme systémique. Je reprends un petit peu les mots qui ont été avancés. Et donc l'idée, c'est de réarticuler l'ensemble de nos politiques publiques pour atteindre cette neutralité carbone. Et donc on va travailler sur l'axe de la mobilité, sur la question de l'habitat, sur la question de production d'énergie renouvelable et les fameuses boucles d'autoconsommation collective, la question de l'économie circulaire, la séquestration du carbone. On est sur un territoire qui a beaucoup de zones humides qui sont des puits de carbone. Et puis bien entendu, la question de l'agroécologie, puisque là, il y a un axe extrêmement important. On s'est aperçu qu'on a un territoire qui séquestre très très peu de carbone dans ses sols. Et donc là, il y a des évolutions vraiment très importantes à ce niveau-là. Alors, je voudrais juste dire que nous, notre territoire aujourd'hui, on émet à peu près 2 millions de tonnes équivalent CO2 par an. Et notre objectif de neutralité, on l'a fixé à 500 000 tonnes en 2040. On fait là aussi le pari qu'on sera en capacité de multiplier par 3 les capacités de séquestration actuelles de notre territoire pour atteindre cette neutralité. Voilà, ça, je pense que c'est un point important. Alors, en gros, ce projet se déploie à travers 80 actions, des actions dont certaines sont expérimentales, des démonstrateurs, en l'occurrence ce qui se passe à Atlantec. C'est un projet, alors la gouvernance est importante, tu l'as mentionné. C'est un projet qui est effectivement porté par la communauté d'agglomération, mais en fait c'est piloté par un consortium d'acteurs territoriaux. À côté de la communauté d'agglomération, il y a évidemment la ville de La Rochelle, mais il y a également le parc Atlantec, il y a l'université de La Rochelle, et puis il y a le grand port maritime de La Rochelle. Voilà. Et donc ça, évidemment, c'est une garantie qu'on travaille ensemble et qui est la possibilité d'appliquer l'ensemble des mesures. Et sachant que ça, il s'agit du pilotage, mais c'est 130 partenaires, c'est un écosystème de 130 partenaires, beaucoup d'entreprises, des associations, évidemment, des acteurs publics aussi qui nous accompagnent. Je voudrais juste dire quelque chose d'important de tout ce que j'ai entendu tout à l'heure. Effectivement, on n'atteindra pas la neutralité carbone si on ne prend pas en compte les briques qui ont été évoquées. La brique technologique, elle est absolument indispensable, mais également la brique du comportement individuel. Vous avez largement insisté dessus, j'y reviendrai pas. Mais moi, je peux vous dire qu'en tant qu'élu de terrain, on sait à peu près ce qu'il faut faire, on dispose des technologies, on a une politique publique, hein, ce projet, on a une véritable politique publique. La difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est la mise en œuvre opérationnelle sur le terrain, sur les territoires de ces actions. Je pense en particulier aux énergies renouvelables, parce qu'aujourd'hui, je suis vraiment confronté à cette question-là. Mais là, il est urgent, vraiment, de travailler sur
le changement des mentalités et le changement. On ne changera pas les comportements si on ne change pas les mentalités. Donc là, ça passe par un certain nombre de mesures. Alors je pense en particulier effectivement avoir une meilleure explication des politiques publiques, une meilleure compréhension des nouvelles technologies. Donc là, il y a toute la partie diffusion de la culture scientifique. J'en parle parce que c'est une des compétences de la région et je pense que ça, c'est un point important. Mais également faire participer plus les citoyens aux décisions et à la mise en œuvre des différents dispositifs. Ça, je pense que c'est un point important. Et je terminerai sur le dernier aspect. Si on s'est lancé, nous, à La Rochelle, sur ce projet, bon, 2 millions de tonnes par an, vous imaginez, c'est pas grand-chose par rapport aux gigatonnes qui sont envoyées dans l'atmosphère chaque année. Mais c'est que je crois que la clé du succès, ça réside justement entre le changement d'échelle, entre les réflexions au niveau planétaire qui ont lieu aujourd'hui, les grandes recommandations, ce que les États sont capables de faire, mais in fine, c'est bien sur les territoires que se mettront en place les politiques publiques, se mettront en place les dispositifs, avec le monde économique, bien entendu, et puis avec la volonté des citoyens pour avancer. Merci beaucoup pour ces témoignages. Donc on l'a compris, les financements sont là, les technologies, il faut continuer à travailler dessus, mais ce qui importe, c'est toujours l'humain et de changer les comportements.